Et bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, bonne année, bonne santé. En avant pour la visite du chalet exactement Keisha, on a eu des problèmes dès le début parce que forcément comme vous pouvez le voir, eh bien on a remis à jour un peu le live, le stream et il y a eu des soucis. J'espère en tout cas que vous avez passé d'agréables vacances, que vous êtes reposés, que tout le monde va bien, que tout le monde a été gâté. GG pour le niveau 100 sur Wakfu, Red Ignister. Coucou Rexek et Vixi, coucou Kelisha. Comment allez-vous? Comment ça va tout le monde? J'espère que je vous ai pas trop manqué, que vous avez bien ouvert de magnifiques cartes. Je sais que Roxoki... Ah, il y en a un qui a pu ouvrir des trucs de fou. Il y en a un qui a pu ouvrir des trucs de fou du côté de Roxeroki et ça fait plaisir. Il y aura juste un peu moi, c'est la caméra à régler, mais ça je verrai ça en off, ça c'est pas très grave. Juste à me tenir droit et vous me voyez bien et vous m'entendez bien. GGG. Donc on va être parti aujourd'hui les amis pour l'orchestre de retour avec notre très cher Olaf là. Le Olaf, bon c'est cousin germain de Olaf, hein, on va pas se mentir. Mais j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. On va commencer par le Championship de ce mois-ci, puisque oui, ça y est, Championship pour commencer. Nous avons quelques decklists qui ont performé, qui sont déjà tombés. Et pour ceux qui vont faire des Championships, eh bien je vous en passe maintenant, comme ça vous avez peut-être des chances pour modifier aussi vos decks, etc. Si vous êtes intéressé. Je vais juste faire Drytron et pas toucher. Ça marche, Red Register. C'est mon choix. Alors tout d'abord, on a le deck de Metanoia, enfin de Eddie plutôt, le deck qui s'appelle Metanoia, qui a été donc top 1 au Top Choice Gaming. C'est un violet gris classique où on retrouve justement des cartes assez emblématiques. Il y a quelques cartes en une fois, mais Benja par exemple pour gérer des objets, c'est cool. Madame Im pour, eh bien... voilà, du rush, enfin du rush, plus de l'offensif, voilà, de charge, voilà, cherchez le nom. Et ça va être du deck plus insaisissable, hein, avec le Dambo, etc. On a l'habitude de ce genre de bêtises, mais en tout cas, j'espère que ce genre de deck-là vous fait plaisir. Moi, celui qui me fait le plus plaisir, c'est surtout le chat de Cheshire. Je l'adore, ce chat. Alors que c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, mais cette carte-là est folle, 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 folle. Et notre chère Demona en x4, que je sais pas si vous avez pu voir la vidéo deck profile que j'ai postée sur Anna et Elsa, où je joue Demona, mais en 2 fois. Parce que je peux la jouer en x3 si je veux, mais coûte cher quand même, hein, petit coquine. Dans tous les sens du terme. Le deck midrange MS Steel qui a été joué le dimanche après-midi, aussi dans un autre tournoi. Le voici, le voilà. Cette fois-ci, on va être un peu plus agressif. Hein. C'est vraiment du mid-range, hein, comme il le dit. Hein. Donc on va avoir quelques cartes par-ci par-là qui vont être là pour gérer, par exemple Black Aaron qui a de bonnes stats pour gérer et taper et aussi avoir aussi pas de vie, ça c'est cool. Mais en vrai on reste sur le même genre d'idée, de la draw, de la gestion, de la draw, de la gestion, de la draw, de la gestion. Pas mal de choix différents. La Benja par exemple ici en 2 exemplaires comparé à l'autre. Mais dans tous les cas on retrouve notre chat préféré, incroyable, cette lueur totalement folle. Alors vous allez me dire qu'apparemment Violet Gris est le deck du moment. Non, Violet Gris n'est pas l'unique deck du moment. Par la même occasion, dites-moi les amis, s'il y a des moments où vous voyez pas grand chose, je peux modifier en cours de route et surtout je peux corriger pour les prochaines fois. Il y a aussi le deck bleu-gris avec pas le détective qui a performé à l'entre-deux-jeux à Montpellier ce week-end avec un détective Jasmine, puisque, bah écoutez, ça veut faire de la gestion. Et en vrai, détective, on n'en entend pas beaucoup parler, mais en vrai, c'est assez fort, assez cool. Je vais essayer de voir pour essayer de faire un deck autour de cette mécanique-là. Mais en vrai, détective, ça a pas mal de potentiel, c'est excessivement strong. Avec pas beaucoup de starters, hein. A priori, on va avoir Jasmine et Nick Wild, et c'est tout. Donc, en vrai, c'est assez dangereux, je trouve. Mais bon, c'est du bleu, c'est du ramp, donc on aime bien, c'est cool. Pas beaucoup de gourou ratio qui semblent un peu étranges. Voilà, voguer sur la majorité en 4 fois, c'est logique. Et la Jasmine n'est pas là pour son effet, mais principalement pour l'alter rapide, puisque, si je dis pas de bêtises, c'est une alter 2 ou 3. En vrai, cette Jasmine est totalement dingue, mais pour du bleu-gris uniquement. Nous allons avoir aussi du jaune-violet qui a performé donc au Gamers Academy, donc avant-hier. Principalement c'est un deck violet, hein. Faut considérer que c'est du violet et on a un peu de jaune pour faire genre, hein, vraiment. Je sais plus comment elle s'appelle.
la chanson de Ratigan. La lanterne, voilà, c'est pour récupérer vos créatures. Bagheera, bon, très bonne stat. Mowgli pour gérer la main de l'adversaire. Elonui, bon, c'est un bon soutien hein, si on veut pas jouer bleu-violet. En vrai, c'est pas mauvais, mais je trouve que c'est un peu étonnant. J'avoue qu'on s'attendrait pas beaucoup à ce genre de deck là. Mais en vrai, ça peut performer, hein, ça peut clairement performer. Je trouve que c'est un peu dommage de mettre qu'une seule Madame Mime éléphant et 3 Ursula. Elles sont très fortes les Ursula, mais je les trouve trop chères pour ce qu'elles sont. Alors que les Madame Mime, elles auraient pu être en 2-2 en fait chacune. Comme petite référence à mon deck profile. Mais en vrai, ça peut faire le café, ça peut clairement faire le café. Si on a de la chance. Après, l'avantage c'est que les deux sont ancrables, donc au pire cas, ça part en encre. Bon, il y en a un qui est un peu plus viable plutôt. C'est juste ça. Voilà au niveau des decks profile. Est-ce qu'il y a un de ces 3 decks là qui vous tenterait de jouer, de tester, ou au contraire, qui ne vous donne pas du tout envie de tester, ou que vous avez déjà testé? Peut-être que vous êtes un de ces joueurs incroyables, mais en vrai, ça tourne bien, mais il ne faut pas avoir peur de louper lanterne. C'est à peu près ça. Hein, la lanterne, c'est un très bon objet, mais bon... Surtout que si on a du gris face à nous qui pète les objets... c'est pas fifou, hein. C'est pas... Moi je suis pas un grand fan de ce deck là. Mais en vrai, pourquoi pas, hein. Ça peut être cool. En vrai, à part quelques cartes un peu exotiques, et pas tant que ça, en vrai, c'est du deck violet, on avait à peu près les mêmes cartes hein, dans violet gris. En vrai, ça va. Il y a juste la Ursula, comme j'ai dit, que je trouve qu'elle est plus intéressante de du violet vert, où on peut justement avec vert mettre des cartes en dessous. Mais en vrai, ça va, c'est cool, c'est assez sympa. Mais maintenant... Les cartes à gagner les amis. Je vous rappelle, on a la Daisy, détective du paranormal, si j'ai pas... investigatrice du paranormal, à récupérer en enchanté. Alors si vous participez à un événement, vous l'avez en enchanté, mais non foil, non brillante. Et donc le premier prix en français est de 3,50 €. C'est quasiment donné les amis. Donc vous inquiétez pas, si vous pouvez pas participer à autre chose, vous pouvez vous l'acheter facilement pour la collection, c'est incroyable. La Daisy va être là. Elle va être présente. C'est l'une des cartes les moins chères des tournois, franchement, puisque comme vous allez pouvoir le voir, eh bien le prix de l'enchanté foil est de, premier prix carte marquette en français, 20 €. Oui, dès le début, 20 € les amis. C'est dingue, c'est fou, c'est incroyable. C'est la Daisy, on l'aime. Let's go Daisy, on l'aime beaucoup. Voilà au niveau des championships. Voilà. Est-ce que vous avez participé d'ailleurs à des championships, les amis? Alors pour ceux qui sont en rediff, dites-le moi en commentaire. Mais ceux qui sont dans le chat, est-ce que vous allez y participer? Ça m'intéresse de le savoir pour voilà, avoir un peu vos retours sur cet événement-là. Hop. Donc là c'est cool qu'elle soit en full art, même hors top. Exactement, c'est assez cool. Alors on va parler d'une chronique que vous n'avez pas eu depuis longtemps, qui sont des leaks magiques. Pas encore, mais ce week-end, oui, Kelisha, il va participer, il va récupérer des cartes. Incroyable. Alors des leaks magiques avec beaucoup de i, puisque Roxy m'a fait rire. Ça m'a permis de me réveiller en douceur, hein, j'avoue. J'avais pas besoin de me connecter, tout ça. J'avais le petit message de Roxy Rookie, tout ça, pour avoir les petites news des leaks. Mais c'est gentil, encore une fois, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles aussi par la même occasion. Alors, leak magique, on a tout d'abord, eh bien, la licence du conte de Dickens, voilà, le conte de Noël de Dickens, avec, eh bien, Mickey Mouse, le père de Tiny Tim, du petit Tim. Donc 6 ancrables, 6 de force, 7 de volonté, qui étant à 2 communes. Elle est présente, et c'est encore un Mickey, quoi. J'avoue que... voilà. Sympa, mais sans plus pour moi. Vous allez avoir bien évidemment le Balthazar Picsou, notre bon vieux Picsou, qui est de retour forcément dans le rôle de Scrooge. 3 non ancrables, 3 de force, 2 de volonté, qui étant à un storyboard méchant cette fois-ci. Et oui, Balthazar Picsou peut être un méchant des fois durant votre tour. Chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un personnage qui subit moins 1 de force pour le reste de tour. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, justement, qui peut comboter avec des mécaniques de type Sissou dans le bleu-rouge qu'on avait l'habitude de voir fut un moment. Petite commune qui peut faire des choses, hein, sur Ebenezer Avare, franchement c'est sympa. Je trouve qu'elle peut avoir sa place. C'est un Picsou, on commence à avoir pas le Picsou, donc en vrai, pour
potentiellement différentes, floodboard, autre chose, ça peut être cool. Et j'aime bien la petite référence avec la main ici de notre cher. Alors si je me souviens bien, c'est Timmy qui demande de l'argent, la pièce à Picsou. Mais je sais plus exactement si c'est ça. Et nous avons justement cette floodboard, cette nouvelle floodboard. 600 grammes, 4 de force, 6 de volonté, l'Ebenezer repenti qui étant à 2. Alter 4, c'est une légendaire. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte du dessus de votre pioche, face cachée, sous chacun de vos autres personnages. Quels qu'ils soient, des floodboards, des lueurs, des boosts, ou même des détectives, ou ce que vous voulez vous en moquer. Si vous le faites, ces personnages gagnent hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Et cette carte-là va devenir dingue pour un deck boost ou floodborn bleu. Ça, je vous l'annonce, oui, votre cher hôte va potentiellement s'y intéresser. Alors, bien évidemment, ça dépendra de si je le top, hein, cette carte-là, mais cette carte-là me donne envie incroyable avec notre bon vieux Picsou, ça fait plaisir. D'ailleurs, je suis en train de me regarder la bande à Picsou, première génération. Donc, ça fait plaisir de le voir, ce bon vieux Ebenezer repenti. À voir ce que ça donnera. J'avoue que bon, là c'est une bonne curve. Hein. T3, le Ebenezer avare, et en T4 vous avez l'Ebenezer repenti. Ça c'est cool. À voir ce que ça pourra donner. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a des choses à faire. Franchement, je sais pas si vous avez envie de jouer cette mécanique là, mais vraiment, ça peut être cool. Vous allez avoir l'arrivage de nouveaux fantômes avec Jiminy Cricket, le fantôme des Noëls passés. 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, allié storyboard. Boost 2. Et oui, il n'y a pas que les lueurs qui pourront avoir la capacité boost. Look into your past. À chaque fois qu'une carte est placée en dessous ce personnage, vous pouvez placer une carte depuis votre défausse dans votre réserve d'encre, épuisée, face cachée. Et là, je vous annonce que là, ça me donne envie de jouer bleu-vert. Du bon vieux bleu-vert, ça va donner ça va faire plaisir. Franchement, c'est ce qui manquait, du bleu, du ramp justement au deck boost. Et l'avantage, c'est que là, on va avoir la mécanique boost au bleu qui va être optimisée et ça, c'est cool. On a Willy, le géant, le fantôme du Noël présent. 4 ancrables, 7 de force, 7 de volonté, storyboard allié, fantôme, géant, boost 3 qui étant à 2, ça c'est dingue. C'est une rare qui ne pourra pas partir à l'aventure ou défier, à moins que vous ayez placé une carte en dessous de cette carte ce tour. Alors là, pour du vert rouge boost, pourquoi pas, mais je pense que malheureusement, Willy le géant ne pourra pas être joué, sauf si vous jouez bleu rouge ou vert rouge. Et encore, je pense que c'est trop cher payé pour ce que c'est. Et coucou, Flotus, comment elle va? Bonne année, bonne santé, joyeuse Pâques. Nous avons Pat, le fantôme du Noël futur. Cette fois-ci, 5 ancrables, 5 de force, 5 de volonté, storyboard allié fantôme et pas de la bête. Boost 1 et là boost 1. Là vous me parlez le code n'importe quoi. Ravensburger qui est à 1. Là vous me parlez moi. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez autant de cartes du dessus de votre pioche qu'il y a de cartes. Sous lui, ajoutez-en une à votre main et placez les autres cartes sur votre pioche lors de votre choix. Ça c'est cool, j'aime bien. Merci à toi aussi. Ça va enfin, un peu de repos. Et toi? Malade encore une fois, mais voilà. Écoute, voilà, j'ai pu pendant mon repos de live faire bien de nouveaux truc là pour les lives. J'espère que ça vous plaira. Et ce pat là va me donner des idées de fou. Hein. Vraiment pour le bleu vert, incroyable. Mais est-ce que ça sera vraiment du bleu vert? Est-ce que ça sera du bleu vert? Parce que certes vous avez le fantôme du Noël futur, mais vous avez aussi le cimetière du Noël futur. Lieu 4 ancrable rubis, 1 de déplacement dessus, 8 de volonté. Qui étant à donnant 1 de l'or au début de chaque tour. Chaque fois que vous déplacez un personnage sur ce lieu, placez la carte du dessus de votre pioche sous ce lieu, face cachée. Ok, c'est sympa. Au début de votre tour, vous pouvez ajouter à votre main toutes les cartes sous ce lieu. Et si vous le faites, bannissez ce lieu. Et là, ça va faire plaisir. Pour le deck lieu, ça c'est incroyable. Petit défaut, bah il coûte 4 le coquin. Il coûte 4. Mais bon. Écoutez, T4 vous jouez. T5 vous allez déplacer un maximum de créatures dessus. T6 vous allez espérer avoir le cimetière du Noël futur encore sur le terrain. Écoutez, pas si mal, hein. Pas si mal. Wow, du vert rouge pour remonter, voilà. Ça peut être dingue. Malheureusement, il coûte un peu trop cher pour être viable, je pense. Mais à voir ce que donneront les prochaines cartes.
Nous avons aussi les épiques. Nous avons donc les épiques qui vont avoir été révélées. On a une mini Miss Cratchit hors d'atteinte 5 ancrable. Et petit effet bien sympathique apparemment. You may put the top card under one of your character or location with boost if you do draw a card. Donc je présume qu'à chaque fois qu'elle part à l'aventure, vous allez pouvoir placer la carte du dessus de votre pioche en dessous de l'un de vos personnages ou lieu avec boost. Et si vous le faites, vous piochez une carte. Ça peut être très intéressant. C'est le genre de mécanique qui plaît vachement bien dans le Veil boost. Nous avons le Stitch Carefree Snowboarder 5 ancrable. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, vous pouvez piocher une carte a priori. Pas non plus très fort, après avoir au niveau des stats, bien évidemment à côté. Le Mickey Mouse Bob Cratchit, 2 ancrables, 3 de force, 2 de volonté, storyboard, héros, qui est en A1. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, placez la carte du dessus de votre deck, face cachée, en dessous de lui. Ah, ça peut faire plaisir. À chaque fois que ce personnage est banni, lorsque ce personnage est banni, bien un défi, vous pouvez placer toutes les cartes qui étaient en dessous de lui, en dessous d'un autre personnage ou lieu. Et là, ça peut faire des bêtises. Ça, c'est dingue. Ça, on aime. Pour du bleu, c'est cool. Et on a un Goofy, le Goofy, mais on va l'avoir en meilleure qualité, a priori. Alors, ce sont que des leaks, ce ne sont pas forcément des reveals. 3 non ancrables. Le Clutzy Skyer, 1 de force, 2 de volonté, storyboard, héros qui est en 2. En l'engageant et en bannissant ce personnage, vous pouvez bannir un personnage de votre choix. Donc en gros, c'est notre cher Dragonfire, mais en perso. Donc vous allez pouvoir quitter à 2 ou faire Dragonfire. J'avoue que le choix sera très certainement vite fait, hein, clairement. Vu les stats, autant faire un Dragonfire en T4. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Nous avons aussi des légendaires. On va avoir une Pocahontas, la gardienne de paix. 5 ancrables, Floodborn héros, princesse, 3 de force, 6 de volonté, alter 3, qui est en A2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez utilisé ses capacités alter pour la jouer et que vous avez aucun de vos personnages n'a défié durant ce tour, les personnages ne peuvent pas défier jusqu'au début de votre prochain tour. Très très bonne pour le deck rush, vraiment, hein. Vous allez pouvoir protéger vos personnages, avoir les petites Pocahontas, dans quelle couleur elles seront. Nous avons là, dans Acier, l'expérience 6 de 4, Angel, 4 ancrables. Là, on verra bien ce que fera l'effet. Parce que j'avoue que là, un peu compliqué. Apparemment, il y aurait à choisir et défausser une carte, personnage, ou une carte. Nous aurons la Anna, mais ça on l'avait déjà vu à la Shooting Sister. On l'avait clairement vu dans le dernier live de la saison 1, puisque oui, nous sommes dans la saison 2 de l'Orcana. Incroyable, j'espère que vous êtes en forme, parce que oui, refonte totale, et vous allez voir, on n'a pas fini au niveau des refontes. Nous avons le Ralph Boost 1, 7 non ancrables. Je vais pas vous mentir. Coucou Donald le boss, comment qu'il va? Bonne année, bonne santé, joyeuse Pâques Donald. J'avoue que le Ralph, je l'apporterai à la gorge. À voir ce que ça donnera. A priori, lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages que Traverser a en jeu. Alors là, ce serait très fort. À voir si c'est exactement cet effet-là. Mais en vrai, à voir ce que ça pourra être. Et nous avons aussi les premières enchantées, et donc les premiers leaks aussi. Nous avons le Tamatoa, le chercheur de lumière, de rayons, de lueur. À voir. 7 ou de choses qui brillent. Je sais pas comment ça pourrait être renouvelé. 7 ancrables, storyboard, méchant, lueur. Et oui, les lueurs refont leur retour, bien évidemment. 6 de force, 6 de volonté. Boost 2, hors d'atteinte, qui est en A1. À chaque fois que vous placez une carte en dessous d'un de vos personnages ou lieux, ce personnage qui est à 1 de plus durant ce tour. Et là, le bleu-vert, encore plus de bleu-vert. Moi, aïe aïe aïe. Moi, j'espère que vous ouvrirez ce genre de carte-là pour être gâté déjà 2026, même si, encore une fois, j'espère que vous avez été gâté en 2025 pour les fêtes de fin d'année, les amis. Et d'ailleurs, quoi de neuf, Donald. Mais quoi de neuf, Lotus, si Lotus est encore là?
Nous avons Elsa en Ruby, le retour d'Elsa Ruby, Mage, Reine, Héros, Floodborn, Alter 4, 6, Ancrage, 5 de force, 5 de volonté qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage et que vous avez un lieu, enfin que à chaque fois que vous avez, j'arrive. Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois que vous jouez à un lieu, vous pouvez épuiser ce personnage. Un personnage de votre choix ayant 3 de force ou moins. Alors superbe illustration, tout à fait, je suis totalement d'accord Keisha. Mais cet effet-là, je suis pas un grand fan, je suis pas vraiment un grand fan. Mais bon, peut-être à voir ce que ça pourrait donner. Mais tant que ce personnage est sur un lieu, et qu'elle a 3 de plus. Et là, par contre, ça m'intéresse. Là, clairement, ça m'intéresse beaucoup. À voir ce que pourra donner cette artisane de glace. En vrai, ça peut être dingue. Et j'avoue que les illustrations sont folles. Mais la plus folle, la voici, la voilà. Les couleurs du vent. Les couleurs du vent, la chanson de Pocahontas, 4 ancrables. Nous avons une chanson améthyste. Chaque joueur révèle la carte du dessus de leur deck. Piochez une carte pour chaque symbole d'encre différent sur les cartes révélées ainsi. Je vous rappelle que si vous révélez donc du violet et votre adversaire du rouge, vous piochez donc 2 cartes. Mais si vous révélez une pioche bicolore, genre bleu-violet et que l'adversaire révèle du rouge, eh bien vous avez bleu, violet, rouge, vous piochez 3. Donc attention, les bicolores seront fortes, mais cette carte-là, mama, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Oh là là, Keisha qui me donne du travail en plus. Oh là là. On a un leak. Le leak est vrai. Est-ce que le leak est vrai? Nouvelle carte Elsa. Oh là 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 là. Mais comment ça? Mais Keisha? Mais non! Comment? Comment osez-vous? D'où vient-il? D'où vient ce leak? En même temps, j'ai eu un problème au niveau des... Bon. Il est trop fort. Donc, la sœur concernait une autre épique, 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, qui est en A2, storyboard héros, reine, mage. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 de moins pour le prochain lieu que vous jouez ce tour. Oui, je veux... C'est bien pour le deck lieu, on aime. Merci Keisha pour cette information. Illustration magnifique de Holy Hilbert, incroyable. Voilà, regardez-le. Allez, là il cherche des informations, là, incroyable. Franchement, avec toutes ces illustrations, tout ça, c'est magnifique, c'est sublime. Par contre, ça m'énerve, c'est que je pense que j'ai plus la page. Je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard pour ça. Mais incroyable. Magnifique. Alors, maintenant, nous allons partir sur le côté des joueurs, puisqu'on a des news de d'Incarnam, donc DKP. Puisque, en effet, DKP, eh bien, vous propose une Blurple Masterclass, puisque c'est le joueur Blurple par excellence de 2025. Et ce joueur aux gants immaculés va vous proposer donc cette Masterclass avec plus de 20 heures de contenu, au moins 30 parties en ligne commentées et 14 rounds du CCQ de Bologne entièrement commentées elles aussi. Alors plus précisément, voici le programme. Vous allez avoir 1 minute de vidéo d'introduction, puis 1h30 de vidéo de decklist, des choix des cartes, des tech cards, les cartes techniques qui sont centrales au deck. 1h50 donc de stratégie générale, enfin présentation de stratégie générale et de mulligan. Et vous allez avoir pas mal d'heures de match-up qui vont être présentés. Donc vous avez 15 minutes de vidéo, du 1h03, etc., etc. Après, vous allez avoir donc comment étudier le gameplay, footage. Donc qui va être à peu près de 4 minutes, donc c'est une petite vidéo encore hein, qui va être
très sporadiques qui vont pas être vraiment les plus importantes, je pense. Et 2h03 où vous allez avoir le commentaring de la seconde place du CCQ Bologne avec justement différentes parties. Nous allons ensuite avoir une petite conclusion, remerciement. Et vous avez cela directement en payant 33 €. 33 €. Alors, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Sachez que moi, je ne paierai pas cette somme-là, puisque déjà, je ne joue pas Blurple, je ne joue pas ce genre de version-là de Blurple, du moins, comme vous avez pu le voir. Mais je trouve ça cher. Alors, oui, les gens peuvent en effet essayer de gagner de l'argent comme cela, mais je trouve ça assez honteux. Je vais pas dire scandaleux, honteux que des gens essayent de se faire de l'argent comme ça, parce qu'il y a des enfants derrière. Donc c'est assez compliqué ce genre de mécanique là. Mais en tout cas pour ceux qui sont intéressés, voici le lien. Donc c'est sur metafy.dg, guides, view, decapiz 710, Blurple, masterclass 711, UPD, etc., etc. Je vous laisse faire pause si vous êtes intéressé sur ce genre de lien. Et sinon on a gratuitement... Merci, notre cher Kelisha. Hop, voilà, ici. Et alors, par contre, ce qui m'énerve, c'est que je vais pas pouvoir. Parce qu'il y a le HTTPS, donc il faut que je fasse ça. Hop, gratuitement. Kelisha, il est partout, il est partout. Gratuitement, voilà, vous avez le guide de celui qui a créé le deck, voilà, sur metafy.gg. Donc voilà, si vous êtes intéressé, voilà, vous avez pas mal de possibilités pour Blurple, de comment le jouer, etc., etc. Et tu peux directement communiquer sur le chat du stream. Alors pas les liens, en effet, Kelisha, mais tu peux communiquer, bien évidemment, comme tout le monde, directement sur le chat. Il sera affiché, hop, ici, sur le panneau du Chaldé. Passons au Illuminer Champions League. Alors, c'était un tournoi que... il manque un M d'ailleurs ici, bon c'est pas grave, le Champion, où vous avez l'obligation de jouer que des cartes communes et uncommon. Alors, on a quelques decks, on a du violet-gris, du bleu-gris-violet, du rouge-violet, du bleu-gris... on n'a pas de bicolorité possible, donc ça c'est cool. Mais voici le deck. Alors non, je me suis trompé. Pas du tout, pas du tout. C'est totalement... Je me suis totalement trompé de tournoi. C'est juste un tournoi quelconque. C'est la chronique d'après, je vous ai spoilé. Je m'excuse pour le lien et la modération, bien sûr. Donc là, vous aviez donc ce deck-là qui avait lieu. Donc c'est en format standard. Du bleu-vert, voilà, un peu choqué de certains ratios et surtout de la Clarabelle en 1. Voilà, la petite Clarabelle en T3 en une fois, pourquoi pas. Bon après, en effet, c'est pour la Floodboard, mais vous avez déjà la Clarabelle Starter qui fait le taf. Donc bon, voilà, vous avez cette decklist là. Moi, j'aime pas forcément ce genre de decklist là, donc j'ai pas forcément à la commenter, mais j'ai préféré aussi vous la partager parce que je pense qu'elle est quand même intéressante pour ceux qui voudraient jouer justement le deck autour de Prince Philippe et méchant vilain. Je sais pas comment ça s'appelle cette chanson, mais la chanson de moi j'ai un rêve. Donc on va parler de l'Infinity Pokana Challenge Tournament, donc le fameux événement où vous avez un tournoi où vous devez jouer que des communes et des peu communes. Voilà, on a aussi pas de bicolorité et c'est du gris-violet encore une fois qui gagne. Et voici la decklist, donc le Black Heaven, on a le retour, donc on est en Infinity, du Magic Broom, du Merlin Chèvre, de mes amis de l'au-delà, parce que oui, ce sont des basses raretés ces cartes-là. On a le Mufasa bicolore, ça c'est le plaisir de le voir. Le Winnie the Pooh qui est joué, la vouivre, elle fait plaisir, elle fait grave plaisir, basse rareté. Incroyable. Moi, j'avoue que pour basse rareté en violet-gris, je pense que je serais ouais, à peu près dans ce genre d'idée-là pour jouer le deck violet-gris. Après, à voir ce que ça... Il y a juste Fire the Cannon. Bon, après, le problème, c'est que bon, en basse rareté, c'est un peu compliqué des fois. Mais en vrai, c'est cool, c'est cool. Si vous voulez vous tester ce genre de format-là, voici ce genre de deck-là que vous pouvez trouver. Vous allez avoir trouvé des cartes classiques, hein, la rose blanche, Merlin, mais aussi des cartes
Un peu exotique qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, le Mufasa, le Mufasa Floodborn, etc. Et ça fait plaisir. C'est pour cela d'ailleurs que je voulais pas vous partager ce genre d'événement là, puisque en vrai, ce sont des decklists assez cool. Et ouais, c'est bien, c'est sympa. Je vais vous parler de Disney Twisted Wonderland. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que j'ai pu regarder toute la série, puisque c'est une série disponible sur Disney+. Et quel est le background derrière cela? Alors tout d'abord, il s'agit d'un jeu disponible sur téléphone, développé par Aniplex, présenté dans l'Anime Japan 2019 et uniquement disponible au Japon, en tout cas jusqu'à présent, disponible ce mois-ci aux États-Unis, à voir en Europe ce que ça donnera. Mais après, en passant par des VPN, vous pouvez y jouer. Moi, j'ai justement réussi à le faire. J'ai envie de le tester. En vrai, j'adore l'animation, j'adore l'histoire, tout ça. Donc ça, c'est cool. Alors, pour vous donner un peu l'idée du trailer et un peu des illustrations, voici le trailer. J'ai retiré juste la musique pour que vous puissiez profiter un peu de la musique. Hop, voilà le trailer. Donc vous allez arriver au collège Night Raven, avec cette musique incroyable. Donc il y a une école de sorcellerie, et le problème étant que vous arrivez sans aucun pouvoir magique. J'y arrivais. Voilà. Hop, donc il va y avoir ce petit souci là, vous arrivez sans aucun pouvoir magique, et donc là vous allez dire, mais donc pourquoi est-ce que j'arrive? Eh bien, il y a une erreur, et vous allez justement essayer de deviner, de comprendre à peu près l'histoire. Alors, vous allez avoir des graphismes assez cool en 2D, donc c'est assez stylé, moi j'aime beaucoup. Musique incroyable, avec différents mécaniques qu'on retrouve dans différents jeux, des designs de personnages originaux, et on va parler un peu plus de tout cela. Je vous invite à regarder, et il y a des fans déjà qui ont fait des musiques incroyables que j'ai partagées sur mon Discord, puisqu'il y a des trucs incroyables à regarder dessus. Alors qu'est-ce que nous avons plus précisément? Donc tout d'abord, le concept, le main story et les personnages ont été designés par Yana Toboso, une mangaka très connue, très célèbre, où vous retrouvez des personnages inspirés de Disney. Hein, on va en parler à peu près plus tard. Vous allez avoir des combats qui vont se passer en tour par tour, donc c'est-à-dire que moi je vais déclarer mes attaques, après l'adversaire, etc., etc. Sauf que vous allez affronter des créatures. Donc là, par exemple, là vous avez deux personnages de Twisted Wonderland qui vont affronter le premier boss, qui vont vous expliquer comment se passe le genre de combat. Vous allez aussi avoir des petits jeux où vous allez tout simplement avoir à cliquer sur des symboles au son de la musique. Par exemple, vous allez essayer de pourchasser donc Grimm ici au son de la musique, et ça c'est cool, c'est ce genre de musique assez rigolote, enfin de petits jeux assez rigolos, assez marrants. Et voici comment se passe à peu près le menu. Graphique incroyable avec mon très cher perso préféré actuel Rydell, qui me représente énormément, et ça je suis sidéré. Mais c'est du jeu classique, du graphisme classique au Japon, et ça fait plaisir. Alors, au niveau de l'histoire, on va plutôt partir là-dessus. C'est une histoire liée sur la magie, l'alchimie, le vol, alors le vol dans les airs. Et vous allez donc suivre l'évolution de différents étudiants. Et maintenant, comment ça va se passer cette école de magie? Alors cette école de magie, ça fait référence un peu à d'autres licences, va être divisée en 7 dortoirs. Non pas 4, mais 7. Chaque dortoir représenté par des méchants Disney. Donc vous allez avoir par exemple Savannah Claw, ici en haut à droite, donc qui va être représenté avec un blason ici justement de notre cher Scar. Nous allons avoir Octavinelle, parce que alors bon c'est écrit en tout petit et j'essaie de me rappeler. Ursula, Scarabia, Jafar, Earthlabule, la Reine de Cœur. C'est vraiment un Disney que j'aime pas, mais pourtant c'est le première saison qui est sur Earthlabule. Il est incroyable, franchement. Si vous avez Disney+, je vous invite à le regarder. Nous avons Pomflore, donc la Reine de Cœur, la méchante reine de Blanche-Neige. Igni Hyde, lui c'est pareil, Best Bros cette dortoir, donc avec Hades, et Diasomnia avec notre cher Maléfique. Chaque dortoir va être géré
par un gardien et chaque saison va être autour d'un gardien d'un dortoir. Voici ce que vous avez directement déjà de disponible en manga, puisque ce jeu-là est disponible aussi en manga, une version manga qui a été sortie en Japon en 2021 et en français en 2024. Donc le premier chapitre était sur la maison de Earthlabule, la deuxième sur Savannah Claw, la troisième c'est donc Octavinelle et la dernière c'est Scarabia. Il nous reste encore 3 chapitres, donc à voir ce que ça donnera pour la suite. Graphique incroyable. Je vous invite franchement à découvrir ce genre de jeu, etc. C'est incroyablement beau, c'est incroyablement magique, etc. Et donc l'anime est sorti, donc c'est Twisted Wonderland The Animation, en octobre de l'année dernière. Et voici le genre de graphique que vous avez. Donc là vous avez donc l'allée des 7 grands. Et je réfléchissais à donc le premier, ce que ça a donné au niveau de l'ordre, au niveau de l'emplacement. Alors si on regarde un peu l'emplacement, donc on a donc les différents points, on a ça et ça. Et donc quelle est la forme géométrique qu'on a? Donc on commence avec la reine de cœur qui se trouve tout au fond. On va ensuite voir Savannah Claw, qui se trouve être sur une même ligne. Après on a Ursula. Et on se dit bah oui, bah en fait on fait une ligne. Ok, très bien. Et après, qui c'est qu'on a? On a le méchant qui se trouve devant, donc notre cher Jafar. Et donc en fait, ça nous fait un T comme dans Twisted Wonderland. Qu'à voir les 3 autres méchants, que ça pourra donner, pour pouvoir faire un W, c'est pas compliqué, hein, mais il faudra revenir dans d'autres écoles. Donc en vrai, ça nous fait le symbole du T, a priori. Hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour la suite, justement. J'essaie de voir à peu près les possibilités possible et envisageable. Quel serait le plus... si on a donc notre première méchante qui était ici, donc notre chère Ursula, et après on avait donc Jafar, quel serait le prochain? Ce serait dans ces cas-là le Hades, et ça ferait donc la forme du L, le L de l'Orcana. Coïncidence? Je ne crois pas. En tout cas, je trouve ça cool. Et il faut pas nier ce genre de détails. Vous allez avoir donc différents personnages. Donc le personnage principal est Yuken Enma, donc c'est un être humain qui est fan de kendo et qui se fait kidnapper par une calèche noire et arrive, mais il est sans pouvoir. Et donc finalement, il est bloqué dans ce monde parce qu'il n'arrive pas à être envoyé dans le monde normal, le monde des humains. Vous allez avoir un petit familier, un petit monstre qui va être Grim, une sorte de chat tout pilou-pilou, et qui veut justement devenir le sorcier le plus puissant puisqu'il a des pouvoirs magiques liés au feu. En même temps, vous reconnaissez un peu les flammes de l'enfer de Hades au-dessus. Voilà, je pense que très certainement Grim va poser des problèmes. Et vous allez avoir justement ce genre d'événement avec Grim. Justement, je vais vous présenter là. Avec savoir... le Grim avec la musique incroyable. Voilà, cette petite animation. Et vous allez avoir 2 amis qui vont être Ace et Juice, qui vont être donc Las et 2 de Earthlabule, qui vont être des amis de notre cher Yuken Enma, et qui vont avoir justement des problèmes avec Rydell, le gardien de Earthlabule. Mais je n'en parlerai pas plus, je ne vous spoilerai pas l'histoire, mais franchement, vous avez ceux qui l'ont vu ou qui vont le voir, je vous invite à me partager votre expérience. Il n'y a que 8 épisodes, ça va, c'est très court. Et est-ce que vous aimez Rydell ou pas? Ça m'intéresse. Moi, franchement, Rydell, ça c'est mon bro, ça c'est mon bro. Et maintenant, les amis, c'est le moment pour moi de vous parler d'une nouvelle chronique. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous l'attendiez? Puisque nous avons fait les championships, on a fait les leaks, on a fait Twisted, on en est maintenant plus qu'à 2 chroniques de la fin. Nous sommes arrivés à
Inkside. En effet, Inkside Roxy. Oh là, Roxy qui suit totalement le titre incroyable. Inkside, let's go. Inkside avec, et bien voilà, petit fond incroyable, puisque c'est une chronique qui va essayer d'être là un peu souvent. J'espère que ça vous plaira, ce genre de fond aussi. Je vais essayer d'en faire de plus en plus. En faire plutôt, hein, parce que j'ai pas des talents graphiques. Et donc ça va être une chronique où je vais vous parler d'un personnage de Disney et sa présence dans l'Orcana. Parce que maintenant qu'on a plus de 2 ans hein, de l'Orcana, on a pas mal de cartes et donc pas mal de personnages qui sont bien présents dans l'Orcana et bien représentés. Plus ou moins. Pas à se mentir, il y a quelques personnages qui sont encore manquants. Rox arrive. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage en faisant référence à ma vidéo Deck Profile. Et le premier personnage, donc, en même temps c'est la saison qui va le vouloir, va être un personnage qui a littéralement gelé le cœur du public ainsi que certains adversaires et certains boards. Je parle d'une certaine sœur, d'une certaine reine, d'une tempête émotionnelle devenue icône de Disney. Je parle bien évidemment de notre chère Elsa. Elsa, un personnage qui dans l'Orcana a fait parler d'elle au niveau de l'argent, au niveau des cartes. Et elle ne se contente pas de chanter Libéré, délivré, même si c'est une carte qui était très forte, du moins au début. Elle impose un tempo. Elle fige la table, le bord de l'adversaire et elle dicte son propre rythme au jeu. Mais est-ce que donc ces mécaniques sont à la hauteur du personnage de Disney, de la licence associée? Et c'est ça, Inkside, c'est en gros voir le rapport entre l'Orcana et Disney. Et surtout, que raconte Elsa à travers ses couleurs d'encre et de ses effets? Les effets, on va pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, ça va être surtout de gel. En gros, voilà, ah bah tu vas passer un tour, et donc oui, c'est le pouvoir roi de Elsa. On va décrypter tout ça ensemble les amis et bien évidemment je vous laisse aussi partager dans le chat ou en commentaire votre avis sur Elsa dans l'Orcana, est-ce qu'elle est bien représentée ou non. Alors le personnage dans l'univers de Disney, Elsa c'est d'abord une figure de contradiction. Je vois une figurine donc forcément je parle de figurine. C'est une reine née avec un pouvoir dont elle a peur, elle ne comprend pas, et dans La Reine des Neiges, donc le 1, hein, le premier, son arc narratif la présente comme, non pas une méchante, non pas comme une héroïne classique, mais un personnage ambigu, intérieur. Son combat va être émotionnel, identitaire, hein, elle va essayer de comprendre, voilà. Elle a une très bonne carte dans l'Orcana, exactement, et ça on va en parler justement après Roxy. Et elle fuit, elle se renferme, elle gèle le monde qui l'entoure et qui essaie de l'aider potentiellement. Peur de blesser ceux qu'elle aime. C'est d'ailleurs ce qui va lui arriver à la fin de La Reine des Neiges 1. Dans La Reine des Neiges 2, elle évolue encore, elle va changer. Elle accepte que son pouvoir soit une sorte d'appel, une responsabilité, et elle devient justement un esprit, un lien entre différents mondes. Elle n'est pas agressive, hein, c'est vraiment un personnage juste incontrôlable, elle a un pouvoir qu'elle ne peut pas contrôler, en même temps c'est comme si elle avait un feu en elle, donc ce serait un peu compliqué, mais elle n'attaque toujours pas, elle l'immobilise. Elle éloigne, elle transforme l'environnement, elle le crée, elle est la maîtresse de ces lieux. Et c'est exactement ce que l'Orcana a tenté de traduire en lui faisant jouer un rôle crucial, et c'est ça qu'on va étudier justement de Elsa dans l'Orcana. Alors dans Disney l'Orcana, Elsa est clairement pensée comme un personnage de contrôle et de tempo. Elle n'est pas trop agressive, sa mécanique signature, j'en ai déjà parlé, c'est le fait de exhauster, d'épuiser un personnage adverse ou le vôtre. Elsa empêche ainsi les personnages ennemis de se redresser, les prive d'action, donc chanter, partir à l'aventure, à défier, et les fige littéralement. Tu diras qu'elle est un genre de Hulk des glaces. Exactement, c'est une sorte de Hulk des glaces, mais ce n'est pas un hasard hein, le fait qu'elle les fige littéralement. C'est la glace comme outil narratif et mécanique. Mais c'est exactement ça, c'est en fait un personnage puissant mais qui doit contrôler son pouvoir. Donc voilà, c'est le Hulk de Disney. J'avoue que le parallèle est assez étrange, mais oui, en effet, Keisha. Contrairement
Contrairement à d'autres figures Disney très orientées combat, donc par exemple notre chère Mulan, ou qui va partir très rapidement à l'aventure, donc comme par exemple La Belle et le Clochard, etc. Eh bien, Elsa agit sur le rythme de la partie. Encore une fois, elle ralentit, elle contraint, elle force l'adversaire à jouer autour d'elle. Elle est rarement explosive, mais presque toujours oppressante. Quand vous savez qu'elle peut être jouée ou que elle est sur le terrain, vous allez devoir gérer Elsa. Hein. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous ai proposé un deck profile Anna Elsa. C'est vraiment le Anna Elsa. D'ailleurs, très certainement, le prochain personnage, ça sera Anna dont je vais vous parler. Mais en vrai, c'est vraiment cette oppression. Hein. D'ailleurs, de toute façon, c'est exactement ça. Hein. Dans le set 1, on savait que l'adversaire pouvait jouer la fameuse Elsa Bloodborne. Ah bah, on n'allait pas forcément faire des bêtises. Et quand Elsa est sur la table, la partie va changer de texture et souvent de façon d'être jouée. Alors analysons un peu les couleurs d'encre ainsi que les alternatives. La couleur principale d'Elsa, c'est clairement violet, améthyste, hein, comme Elsa Esprit de l'Hiver, la première carte légendaire qui coûtait un bras. L'encre, enfin cette encre-là, dans l'Orcana, représente donc l'intellect, la magie, la manipulation du tempo et la gestion du jeu adverse. Elsa en améthyste, c'est justement la Reine des Neiges dans sa forme la plus fidèle. Distante, puissante et cérébrale. Et ça nous plaît. C'est exactement le genre de couleur qui plaît. Elle contrôle sans frapper. Et c'est ça qu'on veut pour Elsa. Elle est là juste pour vous éloigner, ne me dérange pas trop. Elle va gagner du temps. Elle impose des contraintes. Mais Elsa existe aussi en saphir, plus précisément en bicolore, améthyste saphir. Le saphir, c'est la connaissance, la planification, la montée en puissance, le ramp en l'occurrence, la gestion des ressources. Dans ces versions-là, Elsa va devenir un peu plus stratégique, presque un peu sage. Voilà, vous voyez, elle a acquis de la connaissance. Moins émotionnelle, mais cette fois-ci un peu plus reine. Elle va avoir des responsabilités. On n'est plus seulement dans la magie brute, mais dans la maîtrise à long terme. Et c'est ça qu'on aime bien. Alors on a aussi eu, et on en aura là encore, des Elsa Ruby. Et là cette fois-ci, Ruby c'est plus la force brute, justement, à la glace, la perte de contrôle. Et c'est justement ce qu'on avait eu au tout début de la Reine des Neiges 1. Et potentiellement, vu la ressortie de Elsa Ruby, est-ce que la Reine des Neiges 3, ce serait pas justement le changement de comportement de Elsa? Est-ce que Elsa finira par être la grande méchante de la Reine des Neiges 3? À voir. En tout cas, ces versions alternatives racontent différentes facettes du personnage. Donc le rouge, c'est quoi? Elle perd le contrôle, voilà, elle lâche tout, la neige, tout son froid, son gel. L'améthyste, elle est plus instinctive et magique, elle va créer, elle va un peu plus contrôler, même si elle laisse un peu déborder ses émotions. Et le saphir, cette fois-ci, elle est consciente de son rôle et de son impact dans le monde. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur tout ça, mais en tout cas, je trouve que ça correspond assez bien, en tout cas, à notre chère Elsa. J'espère que je n'ai pas trop dit Anna, parce que j'ai l'impression que j'ai dit un peu trop Anna dans mon propos. Et maintenant, au niveau du metagame, des joueurs et des formats alternatifs. Alors, côté metagame, Elsa est une carte clé dans certains archétypes contrôle et tempo. On l'avait vu souvent, hein, cette Elsa Esprit d'Hiver. Elle brille particulièrement dans des decks qui veulent ralentir la partie. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été jouée, hein, c'était vraiment ralentir. Et forcer l'adversaire à surinvestir, puis verrouiller le board. Elle n'est pas toujours indispensable, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je ne jouais pas à l'époque. Mais elle est souvent décisive. Souvent, les gens, quand ils la jouent, ils peuvent la jouer et qu'ils la jouent, ça va embêter son adversaire. Mais malheureusement, elle est compliquée à sortir. Elsa punit les stratégies trop linéaires. Les decks agressifs détestent voir leur personnage bloqué, hein, vraiment, ils peuvent rien faire, voilà, incapable de quitter, de défier, ça peut les pénaliser. En format alternatif ou en casual, elle devient même une pièce de design narratif. Elle crée des moments de frustration. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous ai parlé, hein, du bleu-violet, c'est vraiment frustrant pour certains decks. Elle peut faire des choses d'ailleurs en contre la méta, mais elle est dépendante de certaines Anna. Et ça, c'est un peu problématique. Mais aussi d'admiration. On ne perd pas contre Elsa, on se fait geler
par elle. Vraiment, quand on se prend Elsa et qu'on perd, on sait que c'est... Enfin, on a subi. Hein. Vraiment, si on a subi Elsa, c'est elle qui nous a fait perdre point, à la ligne. Et donc, le verdict... Est-ce que Lorcana respecte Elsa? Est-ce que vous trouvez que elle respecte... Enfin, Lorcana respecte Elsa ou non? Est-ce que Elsa, au contraire, se fait piétiner par Lorcana? Est-ce qu'elle n'est pas représentée correctement par Lorcana? Alors, spoiler alert, en règle générale, clairement, bah oui, Lorcana respecte le personnage. Peu de personnages bénéficient d'une telle cohérence, par contre, entre thème et mécanique. Elsa ne fait pas que de dégâts absurdes. Elle ne vole pas de points de l'or à la chaîne, comme par exemple Aladdin, qui est un pur voleur. Elle empêche, elle ralentit, elle oblige à réfléchir autrement. Comme dans les films, Elsa... n'est pas là pour gagner vite, elle est là pour changer les règles du jeu. Elle fait sa propre ligne à côté. Les autres, fais ta vie, moi je fais ma propre vie. Conclusion, Elsa Lorcana, ce n'est pas une carte qui crie victoire, c'est une carte qui murmure attends, wait a minute. Je la trouve très bien et j'adore dans Lorcana encore plus que dans le film, exactement pareil. Et dans un jeu où chaque tour compte, savoir dire stop à l'adversaire, c'est parfois la plus grande des puissances, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est fortement appréciée, parce qu'en règle générale, les contrôles sont fortement appréciés en TCG, c'est d'ailleurs une carte purement contrôle, et ces mécaniques traduisent parfaitement donc son arc narratif, hein, un pouvoir immense, difficile à ignorer, mais qui demande maîtrise et timing. Elle est pesante, pressante. Mal utilisée, par contre, Elsa est juste un personnage coûteux. Bien utilisée, elle devient une vraie reine. Et ce sera justement le mot de la fin sur cette chronique. Mais pas totalement la fin, puisqu'en effet, si Elsa n'était pas améthyste, parce qu'en effet, elle n'est pas enfermée dans une seule couleur, on l'a vu. Ici, elle est possiblement dans violet, elle est possiblement dans bleu, elle est possiblement dans rouge. Et c'est tout l'intérêt de son design, hein, c'est le fait qu'elle ne soit pas dans une seule couleur. Donc en effet, comme on a dit, c'est incontrôlable dans Métis, l'émotion brûle, etc. La Saphir, elle devient la souveraine, celle qui comprend son rôle dans un système plus large. Et la Sombra Color raconte sa transition. Chaque couleur alternative ne fasse pas Elsa, mais va plutôt enrichir le personnage et ses nuances. Par contre, est-ce qu'on peut imaginer une Elsa verte? Un peu plus compliqué, puisque le vert, c'est plus la perfidie à avoir au niveau de la Reine des Neiges 3. Jaune, ça sera plus du soutien. Ça ne correspond pas forcément à Elsa, qui est plus une reine, donc elle va plutôt en imposer. Et par contre, acier, pourquoi pas? Pourquoi pas un petit rempart, Elsa, ce serait pas mauvais. Un violet gris, Elsa, je dirais pas non. Ce serait logique. Genre, hop, je crée un mur de glace pour protéger par exemple de la vague Arendelle dans le film 1. Donc en vrai, potentiellement une autre couleur qui attend Elsa, et ça, on le verra, ça, dans les prochaines extensions. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Cette première édition de Inkside, les amis. Voilà, cette fois-ci je me suis fait un petit prompt. J'essaierai d'être un peu moins linéaire et d'un peu plus être naturel. Mais voilà, au niveau du prompt, j'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous aura plu au niveau justement de ce personnage. C'est très intéressant. Bien, merci. Est-ce que vous la verrez dans d'autres couleurs d'ailleurs, cette petite Elsa? Moi je la verrai dans l'acier, mais seulement dans l'acier, autre que ces 3 couleurs existantes. À voir si elle sera bleue, uniquement bleue, et pas bicolore, ou pas du tout. Maintenant, il est l'heure les amis pour le Lorca Bourse. Lorca Bourse, attention, attention. Et vous êtes prêts, vous êtes prêts? Nouveau background aussi pour le Lorca Bourse. Et oui, on arrive dans le coffre-fort de notre cher Balthazar Picsou. Ah, comment elle évolue dans les films, exactement. Le Lorca Bourse, on va regarder un peu les légendaires. Les légendaires de Whispers in the Hell. Nous avons la réponse qui va baisser de 1€. Le Cavalier sans dette de 2€ qui va baisser. Le Hades va perdre 5€. La Cendrillon 1€. Tandis que la Démona va remonter de 2€. Et la Zaza va augmenter cette aile de 3€. 2 semaines et les prix font n'importe quoi. Par contre, dans les autres 7 de premier chapitre, eh bien, on a aussi du n'importe quoi, mais c'est normal. L'Infinity est passé par là. Nous avons la réponse qui passe de 15 à 13€. Le Stitch Surfer de 4,50€ à 6€. Le Hades va plutôt baisser. Normal. Le dernier set, le fabuleux, c'est l'avant-dernier plutôt, est passé par là.
Rise of the Floodborn, eh bien nous avons une rehausse de Mufasa, de la Bonne Fée, de Alice, mais pas grand, hein, c'est à peu près 1 € de hausse chacun. Into the England, on va avoir une hausse de Kida, mais mis à part celle-là, rien, ça reste toujours en dessous de 5 €. Le retour d'Ursula, une hausse de Ursula, incroyable, sinon tout reste à des prix raisonnables. Sisu et Diablo à 7 € approximativement chacun. Ciel scintillant, une baisse de Clarabelle, attention, perte de 1 €. Wouhou! La mer Azurite va, elle, avoir pas mal de baisse, puisqu'en effet, le Maui demi-requin passe de 28 à 25 €. Il passe sur la deuxième tranche. Ah là 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 là, le Maui, aïe aïe aïe, il perd de la cote. La Tiana, elle aussi, va perdre de 20 à 17 €. Et la Isma de 10 à 9 €. Ça veut vendre ces cartes-là, incroyable. L'île d'Arcasia, on a une baisse commensurable de Tamatoa, passant de 30 à 24 €, et le Balthazar Picsou de 13 à 10 €, alors que Balthazar Picsou, justement, pourrait être très intéressant pour la version Floodborn. On a vu du tout à l'heure. Règne de Jafar, le règne de Jafar a une perte de la fée clochette qui part sur 5 € d'ailleurs. Hop, on en est là. Hop, elle est bleue. Et le Dingo, le Cuisto, 5 à 4 €. Namari aussi commence à frôler les 20 €, elle s'éloigne des 25, et ça fait plaisir pour ceux qui n'ont pas cette Namari légendaire. Et dernier set, bon bah c'est Fabuleux dont on va parler, qui va avoir pas mal de variations. Le Mickey Mouse qui va augmenter de 5 à 7 €, tout comme le Dumbo qui refrôle les 50 € hein, avec ses 48 €. Et la Elsa qui elle aussi passe de 1 à 2 €. Coïncidence, est-ce que j'ai pu parler de ça pour vous spoiler la hausse de Elsa? Peut-être. Par contre, le Hades, lui aussi, va perdre de sa splendeur de 9 à 8 € et l'histoire de la vie de 11,50 € à 10 €. Je veux mon playset de cette carte-là, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. En tout cas, voilà. Et vu que on a eu une petite débâcle au niveau du début de live, les amis, et que c'est le premier live, je vais vous faire plaisir. On va quand même avoir une vague de la chronique que vous attendiez, parce que vous êtes là, pas pour toutes ces chroniques-là, vous êtes là pour une seule et unique chronique. On le sait très bien. Et comme Inkside, comme Lorca Bourse, cette chronique-là va avoir un autre petit background au niveau de la fenêtre du chalet. Vous êtes prêts? Voici le Lorca Quiz! Le Lorca Quiz, le petit jeu auquel vous aimez bien. Ça va vous permettre de vous faire kiffer un petit peu, de vous faire un peu participer au jeu. J'espère que ça vous a pas trop manqué, bien évidemment, mais en tout cas un peu de couleur dans la vie et un peu de chaleur, c'est important. Et dites-moi si justement ces backgrounds vous ont plu, hein, toutes ces 3 petits backgrounds plus justement le côté cheminée, enfin, le chalet ça vous plaît, et aussi le background bien évidemment d'attente pour ceux qui l'ont vu. Passons tout d'abord au Lorca Quote. Citation, vous allez pouvoir essayer de deviner cette carte-là. Vous pouvez toujours essayer de courir. You could try to run. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe. Quelle est cette carte? C'est une carte emblématique d'un set. Mais quelle est cette carte? Gaston, ce n'est pas Gaston. Non, 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 non. Ce n'est pas Gaston. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là là. Je pense que vous l'avez ouverte. Sous-fétiche. Non, ce n'est pas le sous-fétiche. Nick Wilde, ce n'est pas Nick Wilde. Voilà. Roxeruki est parti cuisiner, je pense. Le cavalier sans tête gris. Non. Ce n'est pas le cavalier sans tête gris. Non, non, non. D'ailleurs, en parlant de légendaire comme ça, enfin de cartes comme ça, je n'ai toujours pas la Hades violette, hein, ça me saoule. Attaque en piqué et Roxeruki qui réfléchit, qui annonce en effet la bonne carte, c'est attaque en piqué avec la vouivre qui attaque notre pauvre petite tirelire. Oh non. Oh là là. GG Roxeruki, bravo, bravo. Incroyable. Insane. Deuxième jeu, le Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, on va dépixeliser. Quelle est cette carte, les amis? Oh. Je rappelle, il n'y a que l'illustration de la carte. Quelle est cette carte? Est-ce un lieu? Est-ce un personnage? Est-ce une action? Est-ce une chanson? Est-ce un objet? Hades, comploteur infernal. Non!
Le cavalier sans tête gris. Non. Ah, une carte pas forcément simple. Clairement, Mini avec sa torche. Non plus. Lexington. Non plus. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là. En tout cas, il neige bien à la fenêtre du chalet. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là. Ça commence à se dessiner un peu, à se dépixeliser. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là. Flaversham? Non, non, non. Broadway? Non plus. Quelle est cette carte? Ah, Donald qui est à fond sur les gargoyles. Lexington, non. Mais c'est en effet... Gurgi! Mâchouillé! Crachouillé! Et oui, c'était Gurgi. Gurgi, incroyable. GG Donald, le boss. Deuxième jeu. Deuxième jeu, le Lorca. Gifle la carte. Donc cette fois-ci, il sera... Émeraude, j'y arrivé. Qui va être décrite par des gifs. Donc quelle est cette carte? Alors attention, ça peut être une bicolore comme d'habitude. Green Rider, non. Quelle est cette carte avec une femme, potentiellement une blonde? Peut-être pas. Car un personnage féminin. Il y a un personnage féminin sur cette carte. Quelle est cette carte? Malin, méchant, vilain. Non. N'écoute-moi. Non. Elle est compliquée cette carte-là. Un personnage avec une queue de cheval, une tresse, je sais pas comment est-ce que vous pourrez le décrire. Quelle est cette carte? Réponse légendaire. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Elle est pas simple, elle est pas simple. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. On continue encore les amis. Une citrouille. Et là tout le monde me se dit mais qu'est-ce qu'il a fumé Trif? En fait il va nous faire un leak. Mais non. Non, 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 vous inquiétez pas. Il n'y a pas de leak. Il n'y a point de leak. Quelle est cette carte les amis? Aïe aïe aïe, est-ce que vous allez pouvoir trouver Goldie? Non, ce n'est pas Goldie. Quelle est cette carte? Attention, attention. Bibidi Bobidi Boo? Non plus. Une chandelle. Ah. Quelle est cette carte? Zaza. Non. Elle est compliquée, hein. Allez, on va commencer par les indices faciles. Un parchemin. Évident, évident. Évident, évident. Mais cette carte-là, vous la connaissez. Mais vous n'aurez pas vu tous ces détails-là. Je ne le sais que trop bien. Je pense quand même que le parchemin, vous l'avez vu. Toujours pas? Un casque avec des ailes. Astérix! Non, ce n'est pas Astérix. J'annonce déjà les couleurs de Kelisha. C'est pas Astérix. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Toujours pas les amis? Ah. Megara, gardienne du secret. Non. Vous êtes bloqué, je pense, sur une femme. Un gros nez. Et GG, Kelisha, c'est en effet l'amoureux. Clap, clap, clap. GG, Kelisha.
Alors là, vous allez me dire tous, mais qu'est-ce qu'il a fumé Triv avec tous ces indices? Alors, bon, le nez, l'amoureux, le casque avec les ailes, le parchemin, la chandelle, la citrouille, où est-elle? Ou plutôt, où sont-elles? Elles se trouvent ici, à côté, là, derrière la table. Et, mais alors, où se trouve cette femme? Où se trouve ce personnage avec une tresse? Eh bien, en fait, il y a une référence à une autre licence. Puisque Jochen Van Gool aime beaucoup cette licence-là, et c'est une référence à Katrina Van Tassel, où vous avez dans l'ombre justement Katrina Van Tassel en ombre, qui est en train de danser avec Ichabod Crane. Voilà, d'où la femme qui se trouve ici, et le personnage avec la tresse en fond. GG à toi, Kelisha, incroyable, c'est fou. Kelisha qui donne une réponse. Je me suis moqué de lui avec son Astérix et finalement il a trouvé la bonne réponse. GG, 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 encore une fois. Et je crois que j'ai fait tous les... Ouais, j'ai fait tous les indices. Est-ce que vous saviez tous ces indices-là? Et que Jochen Van Gool adorait cette licence-là? Je ne pense pas. Je suis toujours sérieux. Toujours. Toujours. Allez, dernier jeu les amis. Le Lorca des Zooms, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Attention. Ça va partir vite. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte les amis? Vous la connaissez forcément. Vous l'avez vue, vous l'avez eu. La bête lueur. Non. Pas la bête. Pocahontas. Non. Justement, j'ai zoomé de la Godopite. Gaston Lueur. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Dernier des zooms. Vous l'avez. Ce n'est pas Bruno. Ce n'est pas Jasmine. Pas Camilo. C'est en effet Antonio Madrigal, l'expert familier. GG, GG. Incroyable. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. Voilà le premier live et le premier épisode de la deuxième saison de Lorcana, où j'ai un peu plus m'investir parce que j'ai trouvé des moyens de raccourcir certaines choses au niveau des recherches. Bon, Lorca Bourse, malheureusement, j'ai toujours personne pour m'aider à faire ça, mais bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ça se fait. Hein. C'est juste qu'avec mes deux écrans, ça me permet d'accélérer. Il m'en faudrait bientôt un troisième écran. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Le mot de la fin, je ne l'oublierai pas, ça sera l'amoureux, bien évidemment. Prenez soin de vous et de vos proches, les amis. Cœur sur vous, attention à la neige pour ceux qui sont enneigés. Sinon, restez au fin fond du chalet de Lorcana. On se dira à la prochaine pour les prochains leaks, les prochaines cartes, les prochaines chroniques. J'espère que les autres idées que j'aurai vous plairont, bien évidemment. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne Lorca Week. Encore une fois, cœur sur vous. Bye bye.